tous, à l'occasion de la journée mondiale du migrant et du réfugié, je vous propose cette semaine dans l'Église du Monde de partir à Malte où presque quotidiennement des bateaux d'immigrants illégaux arrivent sur cette petite île de la Méditerranée. Minuscule archipel situé entre la Tunisie et l'Italie. Le pays a intégré l'Union européenne en 2004, bastion de l'Occident chrétien pendant des siècles. Aujourd'hui encore citadelle chrétienne de l'Europe. Comment les chrétiens gèrent-ils ces problèmes d'immigration? Et puis, quel est le visage de cette église de Malte? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui en compagnie de mon invité, Didier Destremaux. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de ce très beau livre, Le fabuleux destin de Malte. C'est aux éditions du Rocher. Et puis signalons que vous avez également été ambassadeur de France à Malte de 1998 à 2002. Ce fabuleux destin de Malte est-il chrétien? Il est indubitablement chrétien. Il n'était pas chrétien à l'origine parce que les Maltais, ou du moins les habitants de Malte, ont été musulmans pendant un temps sous la domination ottomane. Mais il est chrétien et c'est certainement l'Église catholique qui a été la colonne vertébrale de la résistance à l'islamisation, de la résistance à la conquête. L'Église a joué un rôle tout à fait vital, colossal, reconnu et qui peut être exemplaire pour d'autres pays. Et donc, comme on le verra peut-être tout à l'heure, l'Église tient encore son rôle. Pas autant qu'avant peut-être, mais l'Église catholique et le christianisme sont les deux pierres angulaires de l'existence de la société maltaise. Saint Paul a foulé l'île de Malte. Alors, si les Maltais m'écoutent et que je dis que ça risque d'être une légende, je vais me faire écharper. Pour les Maltais, Saint Paul a effectivement fait naufrage en l'an 30. Quand il était conduit prisonnier de Tarse à Rome. Donc il a fait un naufrage tout à fait spectaculaire dans une petite île qui s'appelle maintenant d'ailleurs Saint-Paul, au nord de Malte. Donc c'est en tout cas Saint-Paul qui, selon les Maltais, est responsable de la christianisation de l'île, parce que son exemple, il était avec Luc d'ailleurs, avec Saint Luc, au cours de son naufrage, qui a introduit le christianisme dans l'île, qui bien sûr, en l'an 30, n'était pas du tout chrétienne, qui était animiste. Alors plus récent, on le verra tout à l'heure, Malte est une ancienne colonie britannique. On y parle donc anglais, c'est l'une des langues officielles du pays. Mais le nom de plusieurs villes, dont la capitale, La Valette, est un nom français. Pourquoi? C'est une particularité? Il est vrai que dans le monde, il n'y a pas beaucoup de villes qui portent le nom d'une personne. Or, La Valette, Parisot de La Valette, a été un des grands maîtres en 1565, je pense. Je ne sais plus très bien. Il a dû mourir en 65, mais il était grand maître avant, grand maître de l'ordre de Malte avant. L'ordre de Malte est arrivé à Malte en 1530. Et c'est lui qui a magnifiquement défendu l'île, l'archipel, contre l'assaut des Turcs. Une bataille qui a duré un peu moins de 6 mois et qui était victorieuse. Et donc, comme Parisot de la Valette, le grand maître de l'époque, trouvait que l'île de Malte était mal défendue avec une capitale qui était de l'autre côté d'une grande baie, il a installé à partir de rien du tout sa nouvelle capitale sur un promontoire rocheux qui maintenant s'appelle La Valette. Est-ce qu'on peut dire que Malte est une enclave européenne et chrétienne aujourd'hui au cœur de la Méditerranée? Oui, on peut tout à fait affirmer ça. C'est pas la seule, parce qu'il y a Chypre, mais les Chypriotes sont d'abord en partie musulmans, bien sûr, les Chypriotes du Nord, et surtout orthodoxes, mais Malte est indubitablement, avec la Sicile et peut-être la Sardaigne et la Corse, bien évidemment, une enclave de la chrétienté encore méditerranéenne, sachant que le nord de la Méditerranée est essentiellement chrétien et le sud essentiellement musulman. Pays qui est donc au croisement de l'Afrique et de l'Europe, au carrefour de plusieurs civilisations, et qui aujourd'hui est confronté à un problème d'immigration. On regarde. Malte est en crise. L'île fait face à un afflux massif d'immigrés africains et beaucoup de Maltais sont inquiets. Les tensions montent alors qu'un drame humain se noue au milieu de la mer Méditerranée.
C'est mauvais. À ce jour, le nombre d'immigrés clandestins venant à Malte a plus que doublé par rapport à la même période l'année dernière. Même chose concernant le nombre de bateaux. Parmi le flot d'immigrés qui arrivent en Europe, 1500 atterrissent dans des lieux comme ici, des anciens camps de l'armée britannique. Le rêve était d'atteindre l'Italie, mais soit leurs passeurs les ont convaincus que les rivages maltais étaient en fait les côtes italiennes, ou alors leur bateau a fait naufrage et ils ont été ramenés à terre. Je suis somalien. Je suis arrivé ici en bateau comme tous les autres, dans ce centre. C'était horrible. En général, je n'aime pas en parler. Ces 4 dernières années, plus de 5000 migrants sont arrivés ici. La plupart du Soudan, de Somalie, d'Éthiopie ou d'Érythrée. Je ne veux pas rester ici car il n'y a pas d'issue dans ce pays. Je veux partir. Je veux la liberté. La liberté. Il y a une crainte parmi les Maltais, c'est qu'ils soient envahis par les personnes qui arrivent ici. Notre culture va en souffrir. Rappelez-vous que si 1000 personnes arrivent à Malte, c'est presque l'équivalent de 100 000 personnes arrivant dans un pays comme la Grande-Bretagne ou ailleurs. L'Union européenne promet de mettre en place des patrouilles marines pour bloquer l'entrée de migrants à Malte. Mais le problème va se poursuivre, à moins que la situation en Afrique du Nord, d'où viennent la majorité des migrants, ne s'améliore. Didier Destromo, est-ce qu'on peut parler d'un drame d'immigration, de l'immigration à Malte aujourd'hui? La question a été dite par cette dame, que je connais bien d'ailleurs, c'est-à-dire le pourcentage. Le pourcentage, 1500, 2000 pour les un peu moins de 400 000 Maltais, ça représente quand même quelque chose. Ceci étant, il est tout à fait naturel, peut-être pas normal, mais naturel, que les Maltais subissent, comme tous les pays du nord de la Méditerranée, le flot des immigrants recherchant une meilleure vie, un meilleur état de conditions, et qu'ils partagent ça. On est, nous, les gens du Nord, des aimants, on attire tout le monde, et les Maltais prennent leur part naturelle. Comme on l'a dit, et c'est tout à fait vrai, aucun immigrant ne souhaite réellement venir à Malte, alors que la plupart des immigrants veulent aller en France, en Espagne, en Italie. Donc Malte est une étape tout à fait impromptue, improvisée pour ces immigrants qui n'ont qu'une envie, c'est foutre le camp. L'Église. Aller ailleurs, aller dans le Nord. Aller en Sicile, aller en Italie, aller ailleurs. Donc c'est une situation un peu particulière dans ce domaine-là. Ceci étant, moi j'ai l'impression que les Maltais exagèrent ou noircissent un peu le tableau, parce qu'effectivement, ils voudraient que l'Europe mette une barrière autour d'elle, l'Europe, mais aussi autour d'eux, pour diminuer ou réduire le nombre de ces immigrés. Ces immigrés sont dans des camps. Les défenseurs des droits de l'homme disent qu'ils ne sont pas très très bien traités. Il est vrai qu'il n'est pas agréable de vivre dans des barbelés, mais comme ils n'ont plus de papier, on ne peut pas les renvoyer chez eux. C'est le même problème souvent qu'en France ou ailleurs. Alors l'Église, dit-on, est très influente, on va le voir tout à l'heure à Malte. Est-ce qu'elle fait quelque chose de particulier pour ces immigrés, ces migrants clandestins? L'Église a un rôle tout à fait louable dans ce domaine-là, c'est-à-dire qu'elle veille de façon très vigilante à ce que ces immigrants, même s'ils sont retenus à l'intérieur d'un espèce de camp, on peut même dire de camp de concentration, soient relativement bien traités, soient bien nourris, soient bien soignés, et qu'il n'y ait pas une promiscuité qui puisse créer des problèmes, notamment entre les hommes et les femmes, sachant qu'il y a quand même la très grande majorité sont des hommes. Donc l'Église sert de régulateur, et surtout avec un Premier ministre comme Laurence Gonzi, qui est un type extrêmement profond et très spirituel. Chrétien. Tout ça, chrétien, bien sûr, et neveu d'un des grands évêques de Malte, qui historiquement a résisté à Mintoff, à Dominique Mintoff, qui voulait séculariser et éradiquer toute influence religieuse dans la société. Non, Gonzi, le Premier ministre, donc, s'attache à ce que ces immigrés soient bien traités. Mais maintenant, on ne peut pas être bien traité quand on est retenu contre son gré. Cette identité chrétienne, elle change un peu la donne dans la manière, par rapport à d'autres pays. Vous êtes diplomate, dans la manière de gérer ces crises d'immigration.
Oui, il est sûr que l'influence de l'Église, en ce qui concerne ces immigrés, est probablement supérieure à ce qu'elle est en France. Mais par exemple, en France, il est indubitable que l'Église, le Secours catholique, le CCFD, la CIMAD aussi, pour les protestants, jouent un rôle tout à fait significatif dans le bon traitement des immigrés ou des sans-papiers en France. C'est bien connu. Peut-être même certains jugent que ce rôle est excessif. Ce Premier ministre qui est chrétien affiche sa foi catholique. On n'a pas de honte, ou il n'y a pas de problème, il n'y a pas de tabou sur cette question. Tout à fait. Non, le Premier ministre est catholique, il n'y a aucun doute qu'il est. Il a peut-être même été choisi, publicité pour ça. Il y a des élections en mars prochain où il est encore en compétition avec son éternel opposant qui s'appelle Alfred Sant, qui lui aussi est probablement catholique. Il n'est pas pratiquant ouvertement, ostensiblement. Mais on ne peut pas, à Malte, se présenter au niveau politique en affichant un athéisme ou un islamisme, par exemple. Non, ça, c'est pas possible. Quand on est maltais, on est catholique. Exactement. Alors, en tout cas, les démonstrations de foi sont très nombreuses à Malte. La tradition religieuse fait partie de la culture maltaise et au quotidien, on va regarder ce reportage de Frédéric Jakovlev. Gardienne des traditions nationales, l'Église catholique est encore très influente à Malte. Chaque année, chaque ville organise sa propre festa consacrée à son saint patron. L'occasion de se retrouver pour participer à d'immenses processions à travers la ville. Une débauche de moyens financée directement par les habitants grâce à une collecte populaire. Car ici, foi et tradition sont intimement liées. Moment d'intense ferveur, le passage du char. Presque 2 tonnes, portées par une dizaine d'hommes, censés offrir leur douleur, leur sacrifice au saint patron. Pour moi, c'est très important d'être là. Je porte la statue de Saint-Philippe et je suis très fier. Vous ne pouvez pas imaginer ma joie. À Malte, le catholicisme est la religion d'État. Ici, pour se marier, nul besoin d'aller à la mairie. Une mairie qui participe, encourage même toutes ces fêtes religieuses. C'est une des fêtes les plus importantes de Malte. Et bien sûr, c'est un événement essentiel de la vie du pays. Vous savez, ici, c'est l'Église qui donne la dynamique. Pour moi, en tant que maire, je suis conscient que tout cela est très important pour la ville. Donc bien sûr, nous apportons notre contribution. On fait tout ce qu'il faut pour que la fête soit un succès. Ces festas attirent toujours plus de monde. Elles font aussi la réputation touristique de l'île. Mais au quotidien, on assiste peu à peu à une lente diminution de la pratique religieuse. Les mentalités changent, évoluent. Pour l'avenir, l'Église catholique de Malte aura sans doute à se chercher un second souffle. Didier Destremaux, c'est drôle, j'ai envie de dire, puisque ce reportage a été tourné dans le village dans lequel vous avez habité quand vous étiez ambassadeur à Malte. Il y a quelques photos qui sont, enfin, le début, qui viennent de Zébouche, la petite ville, le petit village dans lequel se situe la résidence de France. Ouais. Ce reportage est fidèle à la réalité. Oui, je crois. Bien évidemment, on peut pas. Il faut plus de temps pour parler de la sécularisation de la société à Malte, mais je pense que c'est pas d'abord grave, risqué. L'île reste fondamentalement religieuse, catholique. Ça imprègne l'individu, ça imprègne les actes des individus, même si une bonne partie des gens. Pas une bonne partie, mais quand même une partie importante des gens pensent que aller à la messe le dimanche et assister à la fiesta, ça suffit
pour être catholique. Est-ce que vous dire qu'il n'y a pas une foi très profonde ou parce que trop peut-être? Il y a un mélange de religion et de religiosité. D'ailleurs, j'en parle un peu dans mon livre. C'est un sujet un peu compliqué et un peu polémique. Et c'est difficile de juger de ça de l'extérieur, parce qu'entrer dans les âmes, c'est pas... il n'y a pas une machine pour entrer dans les âmes, il n'y a pas un stéthoscope qui va voir à l'intérieur. Mais il y a indubitablement un peu de religiosité aussi, mais ça c'est dû à l'emprise de l'Église depuis des siècles, au rôle de l'Église dont je parlais tout à l'heure, absolument vital, mais indubitable, indiscutable sur le plan historique. Et donc les gens sont restés très attachés à l'Église. C'est d'ailleurs aussi l'Église qui a porté sur les fronts baptismaux, si je peux dire, la langue maltaise. Tout à fait. Sans l'Église, le maltais disparaissait complètement. Et là, maintenant, le maltais... Ça ressemble à quoi le maltais d'ailleurs? Comment? Ça ressemble à quoi comme langue le maltais? Le maltais, c'est un mélange d'arabe, ou plutôt de dialecte arabe, plutôt tunisien d'ailleurs que arabe classique, avec de l'anglais et de l'italien surtout, et un tout petit peu de français, parce que l'ordre de Malte, essentiellement français, est resté dans l'île pendant quand même 200 ans. Donc le maltais est une langue assez bizarre, assez compliquée, à l'écriture très arabiscotée. Mais c'est une langue que tous les Maltais veulent absolument conserver, même quand ils la parlent mal. Même quand certains qui sont trop anglicisés la parlent mal. C'est le cœur de l'île, avec l'Église. Justement, cette église, dans le reportage, Frédéric Jakovlev disait qu'on n'était pas obligé de se marier à la mairie. C'est étonnant aussi pour un Français. L'église tient comme avant en France. Je ne sais pas quand ça s'est arrêté, c'est peut-être à la Révolution. L'église tient les registres et ça suffit. Le mariage devient légal. Ceci étant, il y a maintenant, depuis une trentaine d'années, le mariage civil, que très peu de gens pratiquent. Le mariage est, comme dans beaucoup de sociétés dans le monde, une occasion de faire la fête, de prouver au public, à tous les gens autour de soi. Donc il faut que ce soit ostentatoire, le mariage. Est-ce qu'il y a un problème de vocation, comme on le voit en Europe, puisque la sécularisation n'est pas la même évidemment à Malte, mais est-ce qu'on ressent déjà un manque de vocation ? Alors, il y a 2 séminaires à Malte, un à Gozo et un à Malte même. Quand j'y étais, je visitais beaucoup les séminaires parce que c'est assez intéressant de voir qu'ils étaient pleins. Je me souviens plus très bien du nombre de séminaristes qui c'était à Gozo, mais il y en avait une quarantaine chaque année quand même. Gozo est une île qui fait en gros 30 000 habitants. De mon temps, c'est-à-dire il y a 4 ans, il y avait 200 prêtres séculiers. C'est énorme. Sans parler des prêtres réguliers, c'est-à-dire des ordres. Et maintenant, il y en a un peu moins, probablement. Et il faut pas oublier aussi que Malte exporte des prêtres. Qu'il y a pas mal de Maltais qui sont en Italie, et qu'il y a aussi des Maltais qui sont en France ou ailleurs, en Tunisie, par exemple, et en Algérie, et en Australie, parce qu'il y a quand même une très forte communauté maltaise en Australie. Donc l'église de Malte est encore très vivante. Ceci étant, il y a indubitablement, mais je n'ai pas les chiffres aujourd'hui, une diminution du nombre de vocations. Ça, c'est la tendance normale que j'ai connue en Pologne il y a une quinzaine d'années. C'est la même chose. Une fois que l'Église ne joue pas le rôle de ciment, ça s'effrite un petit peu. Mais on est loin de la situation, je ne sais pas si je peux l'appeler catastrophique, mais en tout cas préoccupante, qui existe dans nos sociétés Europe du Nord, dont la France. Alors vous l'avez dit, Malte a sauvé l'Occident et la chrétienté du péril ottoman. C'est la grande histoire de Malte. Pendant plusieurs siècles, Malte était occupée par les chevaliers de l'ordre de Malte avant leur éviction par Napoléon. Petit rappel historique en images. L'histoire de l'île est indissociable de celle des chevaliers de l'ordre de Malte. Ils arrivent sur l'île en 1530, mais leur histoire est bien plus ancienne. Elle commence à Jérusalem au XIe siècle avec ceux que l'on appellera les moines noirs. Nous sommes en pleine croisade. Les combattants chrétiens viennent de prendre la ville sainte aux musulmans au terme d'un combat difficile et meurtrier. À quelques mètres du Saint-Sépulcre, des religieux habillés de noir, croix blanche, secourent les blessés. L'ordre des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem naît ainsi.
Rapidement, on ajoute à leurs tâches religieuses des fonctions militaires. Ils deviennent des soldats du Christ. Leur rôle, protéger les lieux saints. Souvent seuls contre tous, ils vont reculer d'abord à Chypre, puis à Rhodes, enfin à Malte. Près de 4 siècles plus tard, c'est Charles Quint, empereur germanique, roi d'Espagne, qui offrira l'île aux Hospitaliers. Son but, créer un rempart à l'avancée ottomane. Devenu insulaire, l'ordre développe alors une formidable puissance navale. Devient en quelque sorte le gendarme de la Méditerranée. Sa gloire. Sa marine devient la plus puissante de la Méditerranée. L'ordre combat bien sûr les Turcs, mais aussi les pirates et s'enrichit à chacune des prises de guerre. Mais au XVIIIe siècle, les mentalités évoluent. C'est le siècle des Lumières. Les Turcs, les pirates ne sont plus une menace. Les temps de la gloire militaire sont révolus. L'ordre cède à la frivolité, à l'aristocratie de cour. Le 9 juin 1798, Napoléon fait débarquer ses troupes à Malte. Sans tirer un seul coup de feu, les chevaliers vont abandonner l'île aux Français. C'est la fin de la présence des chevaliers sur l'archipel. 2 ans plus tard, ce seront les Anglais qui vont coloniser l'île pour y rester 1 siècle et demi, jusqu'en 1964, date de l'indépendance. Quand même, hein, ce glorieux passé. Ah ouais. C'est fascinant, Malte. Il est sûr qu'être ambassadeur de France à Malte, c'est pas forcément le top d'une carrière, mais c'est tellement passionnant, et surtout au moment où Malte négociait son entrée dans l'Union européenne. On vit la culture, on vit l'histoire, et ça remonte bien avant l'arrivée des chevaliers. Mais c'est l'histoire de l'Église aussi. Avant 1530, c'était quand même quelque chose aussi. C'était une petite société rurale, agricole, qui essayait de faire fructifier ses cailloux, parce qu'il y a beaucoup de cailloux à Malte. Les Phéniciens étant accusés d'avoir complètement coupé tous les arbres, donc l'érosion. Pas beaucoup de plages aussi. Non, il y a très peu de plages, bien évidemment. Non, mais Malte est un pays fascinant auquel je suis fondamentalement attaché. C'est l'histoire de l'Église aussi un petit peu, Malte, quand même, l'histoire de l'Église européenne, non ? Quand on voit ce reportage. Est-ce qu'on peut dire que les chevaliers de l'ordre Malte ont sauvé l'Occident du péril ottoman? Ah oui, tout à fait. Malte, c'est dommage qu'il n'y ait pas de carte, parce que Malte est vraiment le verrou entre le nord et le sud, le nord européen et le sud africain, l'est et l'ouest de la Méditerranée. Et donc, tenir Malte, c'est verrouiller la Méditerranée. D'ailleurs, les Anglais l'ont bien compris, et Napoléon l'avait bien compris avant, qui voulait s'installer à Malte pour justement bouter les Anglais en dehors de cette mer où ils n'ont rien à faire, qui reste en Atlantique ou en mer du Nord. Donc Malte a été tout à fait ça. Les Turcs le savaient très bien, qui ont essayé de conquérir Malte après avoir chassé l'ordre de Rhodes. On essayé de conquérir. Ils se sont aperçus que l'ordre est allé à Malte. C'était bien pire pour eux, les Turcs, de voir l'ordre s'installer à Malte. Et donc, ils ont voulu reconquérir Malte pour avoir la maîtrise de la Méditerranée. Malte est certainement, comme je l'appelle, le porte-avions fixe pour tenir la Méditerranée. C'est moins vrai de nos jours, parce qu'il y a des missiles, des avions et de tout ça. Mais vite. Sur le plan maritime et même terrestre, même pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont essayé de conquérir Malte aussi, pour se libérer l'accès à la Libye et l'Afrique du Nord. Alors les chevaliers de l'ordre de Malte sont basés à Rome aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a encore une présence de ces chevaliers aujourd'hui à La Valette, par exemple? Bon, il y a d'abord une association maltaise de l'ordre, donc il y a quand même une bonne trentaine, je crois, de Maltais qui sont chevaliers de l'ordre de Malte. Maltais, il y a des Français, il y a des Anglais, il y a des Italiens, mais il y a des Maltais. Quant à l'ordre lui-même, d'abord, il a une ambassade à Malte, qui d'ailleurs est la seule, avec celle de France, sise à La Valette, à la capitale. Les autres ambassades étant réparties sur tout le territoire, parce que Malte reconnaît l'ordre de Malte comme souverain. Et en plus, ils ont loué pour 99 ans le fort Sant'Angelo, qui est situé de l'autre côté de la baie, dans lequel est installé un frère de l'ordre.
Merci Didier Destremaux pour toutes ces explications. Je rappelle que vous avez été ambassadeur de France à Malte et puis vous êtes également l'auteur de ce livre, Le fabuleux destin de Malte. C'est aux éditions du Rocher. Et puis si vous souhaitez aller plus loin, un autre conseil de lecture, un livre sur les chevaliers de l'ordre de Malte dont on vient de parler, un livre de Bertrand Gallimard-Flavigny que vous connaissez bien, monsieur Destremaux, livre qui est aux éditions Perrin. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage à travers les églises du monde.